Ce que je vais dire va paraître arrogant, mais c'est vrai, la plupart des futurs millionnaires n'ont pas l'air ambitieux. Ils ont l'air ennuyeux, calmes, carrément fades, parfois même un peu bizarres. Ils ne publient pas des citations de motivation. Ils ne manifestent pas l'abondance entre deux commandes Uber Eats. En fait, si tu mettais une salle de futurs millionnaires face à une salle de gens qui essaient de devenir riches, tu parierais probablement sur le mauvais groupe, parce que la richesse ne commence pas par la confiance en soi, elle commence par le comportement. Et les comportements qui prédisent réellement la richesse sont généralement ceux dont les gens se moquent ou qu'ils ignorent complètement. Alors d'ici la fin de cette vidéo, je vais décrypter 7 comportements étranges qui indiquent discrètement que quelqu'un est sur la voie de devenir un futur millionnaire. Pas parce qu'ils ont de la chance, mais parce qu'ils sont câblés différemment. Et petit avertissement, si tu te reconnais dans plusieurs de ces comportements, tu es probablement en avance sur le planning. Si aucun ne te ressemble, cette vidéo risque de piquer un peu. C'est normal. La piqûre, c'est un signal. Allons-y. Je m'appelle Ivan et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'argent, à la psychologie humaine et à pourquoi certaines personnes semblent naviguer à travers les défis financiers alors que d'autres sont constamment stressés par leur solde bancaire. Si tu t'es déjà demandé ce qui sépare les gens qui construisent tranquillement leur richesse de ceux qui ne font qu'en parler, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de liker cette vidéo si elle t'aide à y voir plus clair. Voici ce que la plupart des gens se trompent dès le départ. Ils pensent que qu'être riche, c'est une question de possession. La voiture, la montre, l'appartement avec la vue. Mais si tu étudies les gens qui deviennent réellement millionnaires, leur première décision ne ressemble pas du tout à ça. C'est comme le fitness. Les personnes qui sont en meilleure forme à 50 ans ne sont pas celles qui ont fait des régimes extrêmes à 20 ans. Ce sont celles qui ont construit des habitudes discrètes qui ne semblaient pas impressionnantes du tout, mais qui n'ont jamais cessé de se cumuler. La richesse fonctionne de la même manière. Les comportements qui la construisent sont ennuyeux. Ils sont discrets. Et la plupart des gens abandonnent avant que le retour n'arrive. Alors parlons de ceux qui n'abandonnent pas. Et cela nous amène au premier comportement étrange. Comportement numéro 1, ils préfèrent les options au statut. Pour commencer, celui-ci à lui seul sépare presque tout le monde. La plupart des gens pensent que la richesse, c'est avoir l'air de réussir. Les futurs millionnaires pensent que la richesse, c'est ne pas être piégé. C'est pour ça que leurs décisions paraissent ennuyeuses. Ils n'améliorent pas leur style de vie dès que leurs revenus augmentent. Ils ne se précipitent pas pour se récompenser chaque fois que l'argent rentre. Ils ne laissent pas une bonne année les convaincre qu'ils sont intouchables. Au lieu de ça, ils posent une question différente de presque tout le monde. Qu'est-ce que ça m'achète ? Des applaudissements ou des options ? Laisse-moi rendre ça concret. Les options, c'est pouvoir dire non à un mauvais emploi. Quitter des situations toxiques. Prendre des risques intelligents sans paniquer. Laisser le temps travailler au lieu de forcer les résultats. Le statut, en revanche, est fragile. Il coûte cher à maintenir. Et une fois qu'on monte en gamme, on est bloqué à l'alimenter. Le nouveau paiement de voiture. L'appartement pour lequel on s'est étiré. Ce style de vie qu'on ne peut pas réduire sans avoir l'impression d'avoir échoué. Maintenant, voyons comment ça se passe avec deux personnes. Pauvre Pierre obtient une augmentation et améliore immédiatement son appartement. Loue une nouvelle voiture, commence à manger dehors 4 ou 5 soirs par semaine. En 6 mois, ses dépenses correspondent à ses nouveaux revenus. Il se sent en réussite, mais il est plus piégé qu'avant. Un licenciement et toute sa vie se fissure. Riche Richard obtient la même augmentation et ne fait presque rien de visible. Il augmente son investissement automatique de 300 € par mois. Il garde le même appartement, la même voiture. Ses collègues le prennent pour un radin. Mais 12 mois plus tard, Riche Richard a 3600 € supplémentaires en investissement plus la croissance du marché. Un fonds d'urgence croissant et quelque chose que Pierre n'a pas du tout. La capacité de quitter tout ce qui ne lui convient pas. Et voici la psychologie derrière ça que la plupart des gens ratent. Quand tu as des options, ton cerveau fonctionne littéralement différemment. Le cortisol baisse, la qualité des décisions augmente. Tu arrêtes de faire des choix depuis un état de désespoir et tu commences à les faire depuis un état de clarté. Pauvre Pierre accepte la première offre d'emploi parce qu'il n'a pas de coussin. Riche, Richard négocie à temps, choisit le poste qui lui correspond vraiment. Même talent, résultat complètement différent. Tout ça parce qu'une personne a optimisé pour bien paraître et l'autre a optimisé pour être libre. Le plus beau des flex, ce n'est pas ce que tu conduis, c'est ce que tu peux quitter sans peur. Et une fois que quelqu'un comprend que la liberté bat les applaudissements à chaque fois, il arrête de précipiter les décisions juste pour avoir l'impression d'avancer. Il commence à construire quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent même pas. Des systèmes. Comportement numéro 2, ils pensent en système, pas en objectif. C'est là que les futurs millionnaires se détachent complètement de la culture de la motivation. Et honnêtement, c'est ce qui les fait paraître ennuyeux aux yeux de tout le monde autour d'eux. La plupart des gens vivent leur vie financière d'objectif en objectif. Je veux gagner plus d'argent, je veux être riche, je veux la liberté financière. Les futurs millionnaires, voici les objectifs pour ce qu'ils sont, du carburant émotionnel temporaire, voici le piège. Les objectifs font du bien à dire. Les systèmes changent réellement les résultats. Un objectif
nécessite de la volonté. Un système fonctionne même quand la volonté disparaît. Alors, au lieu de s'obséder sur des résultats qu'ils ne peuvent pas entièrement contrôler, les futurs millionnaires s'obsèdent sur des inputs qu'ils peuvent contrôler. Ils mettent en place des virements automatiques au lieu de compter sur la discipline. Des investissements par défaut au lieu d'essayer de timer le marché. Des routines ennuyeuses au lieu d'efforts héroïques. Laisse-moi te donner un chiffre. Si tu mets en place un virement automatique de seulement 200 € par mois dans un fonds indiciel large rapportant en moyenne 8% par an, après 20 ans, tu aurais environ 118 000 €. Tu n'avais pas besoin de motivation. Tu n'avais pas besoin de vérifier le marché. Tu n'avais pas besoin de te sentir inspiré un mardi matin. Le système a fait le travail. Compare ça avec la personne qui dit « j'investirai quand je me sentirai prêt » ou « je commencerai quand les choses se calmeront ». Elle ne commence jamais, parce que les choses ne se calment jamais. Et la motivation est l'employé le moins fiable que tu puisses embaucher. Cet état d'esprit les protège aussi des erreurs émotionnelles. Quand les marchés baissent, le système continue d'acheter. Quand les revenus augmentent, le système alloue automatiquement. Quand la vie devient chargée, le système s'en fiche. Ils comprennent quelque chose que la plupart des gens n'intériorisent jamais. L'avenir appartient à celui qui se retire de l'équation le plus vite. Moins tu comptes sur l'humeur, le timing ou l'énergie, plus tes résultats deviennent prévisibles. C'est pourquoi les futurs millionnaires ne parlent pas de discipline comme d'un trait de caractère. Ils conçoivent des environnements où la discipline est optionnelle. Et voici un point psychologique qui relie tout ça. Les chercheurs appellent ça la fatigue décisionnelle. Chaque choix que tu fais au cours de la journée draine un peu de ton énergie mentale. Quand tu rentres du travail, ton cerveau est fatigué. C'est à ce moment que tu achètes impulsivement. Que tu sautes la revue du budget, que tu dis « je m'en occuperai demain ». Les futurs millionnaires le savent, alors ils anticipent leurs décisions financières dans des systèmes qui ne nécessitent pas de volonté quotidienne. L'argent bouge avant qu'il se réveille. Les investissements se font avant qu'ils puissent se remettre en question. L'épargne part avant que le salaire ne se fasse sentir. Ils ne sont pas plus disciplinés que toi. Ils ont juste construit une meilleure machine. Voici où la plupart des gens se plantent par contre. Ils construisent des systèmes mais ne regardent jamais les chiffres derrière. Et ça mène directement au comportement numéro 3. Comportement numéro 3, ils suivent obsessionnellement des chiffres ennuyeux. Ok, regarde bien parce que c'est là que les futurs millionnaires perdent la plupart des gens. Rien ne tue l'ambiance plus vite qu'un tableur. Pendant que tout le monde parle de rendement et de prédiction et de « et si ça fait x10 », les futurs millionnaires suivent discrètement des chiffres qui sont douloureusement pas sexy mais qui décident de tout. Ils savent qu'on ne fait pas faillite parce qu'un investissement baisse. On fait faillite parce que le flux de trésorerie se casse. Alors ils suivent des choses comme combien d'argent rentre chaque mois de manière fiable, combien sort qu'ils le veuillent ou non, combien de temps ils pourraient y survivre si les revenus s'arrêtaient demain, quelles dépenses sont fixes, lesquelles sont optionnelles, lesquelles augmentent discrètement quand personne ne regarde. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la conscience. Parce que voici la vérité que la plupart des gens apprennent trop tard. Les surprises ne sont choquantes que quand tu ne faisais pas attention. Mettons un chiffre dessus. Si tes dépenses mensuelles sont de 4 000 € et que tu as 12 000 en épargne, tu as une piste de 3 mois. Ce chiffre seul change la façon dont tu prends chaque décision. Tu sais exactement combien de temps tu peux survivre à une perte d'emploi. Tu sais combien de risques tu peux prendre. Tu sais si tu peux te permettre de dire non à quelque chose qui ne te semble pas juste. La plupart des gens ne peuvent pas répondre à cette question. Ils se sentent bien jusqu'à ce que soudain ce ne soit plus le cas. Ils supposent que tout ira bien jusqu'à ce que les mathématiques ne soient pas d'accord. Pauvre Pierre gagne 4 500 par mois. Il n'a aucune idée de ses dépenses réelles. Il vérifie son solde bancaire et s'il est positif, il se sent bien. Un mois, sa voiture a besoin d'une réparation, sa prime d'assurance augmente et une facture médicale arrive en même temps. Coût surprise total, 1 800 €. Il panique. Il met ça sur une carte de crédit à 22% d'intérêt et met 7 mois à rembourser. Riche Richard gagne le même montant. Il sait que ses dépenses fixes sont de 2 800. Il sait que ses dépenses variables sont en moyenne de 700. Il sait qu'il a 4 mois de piste en épargne. Quand le même coût de 1 800 € arrive, il pioche dans son tampon, ajuste ses dépenses discrétionnaires pour un mois et passe à autre chose. Pas de dette, pas de panique. Pas d'intérêt composé qui travaille contre lui, et voici l'avantage discret que ça crée. Suivre les chiffres ennuyeux retire l'émotion des décisions. Quand tu connais ta piste, tu ne paniques pas. Quand tu connais ta marge, tu ne surréagis pas. Quand tu connais ton plancher, tu ne fais pas de mouvements désespérés. Les futurs millionnaires ne devinent pas leur chemin à travers l'incertitude. Ils la mesurent. C'est pour ça qu'ils restent calmes quand les autres perdent pied. C'est pour ça qu'ils investissent quand les autres se figent. C'est pour ça que la stabilité apparaît avant la richesse. Parce que la confiance ne vient pas du battage. Elle vient du fait de savoir que tes chiffres ne te trahiront pas. Et une fois que tu as cette clarté, une fois que tu peux regarder un tableur et savoir exactement où va chaque euro et
combien de temps tu peux survivre sans revenu, quelque chose change dans ton identité. Tu arrêtes d'être quelqu'un qui s'inquiète de l'argent. Tu deviens quelqu'un qui gère l'argent. Ça semble être une petite différence, mais psychologiquement, c'est énorme. C'est la différence entre réagir à tes finances et les diriger. Les futurs millionnaires font ce changement tôt. Et ça change tout dans leur façon de dépenser. Ce qui nous amène au comportement suivant. Celui qui fait dire aux gens « Je ne comprends pas comment tu peux dépenser pour ça, mais pas pour ça ». Et c'est exactement le sujet. Maintenant, la partie que personne ne te dit. Une fois que quelqu'un a ce niveau de clarté sur ses finances, il commence à dépenser d'une façon qui fait complètement bugger le cerveau des autres. Comportement numéro 4, ils dépensent agressivement mais uniquement pour des choses très spécifiques. C'est là que les futurs millionnaires ont l'air totalement incohérents de l'extérieur. Ils vont réfléchir à 2 fois pour un dîner à 60 €, hésiter sur un nouveau téléphone, conduire la même voiture pendant des années, mais d'un coup ils vont lâcher un montant sérieux sur quelque chose qui ne fait aucune impression. Une formation, un outil, un coach, un logiciel que personne ne remarque. Et les gens disent immédiatement « c'est irresponsable ». Non, c'est calculé. Les futurs millionnaires ne dépensent pas pour se sentir bien. Ils dépensent pour éliminer la friction. Ils posent des questions que la plupart des gens ne posent jamais. Est-ce que ça va me faire gagner du temps chaque semaine? Est-ce que ça va réduire le stress futur? Est-ce que ça va augmenter mon plafond de revenus? Est-ce que ça va se cumuler sans mon attention constante? Si la réponse est oui, le prix devient secondaire. Pauvre Pierre achète un nouveau téléphone chaque année parce que ça donne l'impression d'une mise à niveau. Il dépense 800 € pour quelque chose qui fait à peu près la même chose que son ancien téléphone. Riche Richard dépense ces mêmes 800 € pour une formation qui lui enseigne une compétence valant 10 000 € par an en revenus supplémentaires. Un achat est de la consommation. L'autre est du levier. C'est pourquoi ils investissent dans les compétences avant le statut. Pourquoi ils payent pour automatiser avant d'améliorer l'esthétique? Pourquoi ils traitent la santé comme une infrastructure, pas comme un luxe? Parce qu'ils comprennent une vérité brutale. Les choses les plus coûteuses dans la vie sont celles qui drainent discrètement ton énergie. Les mauvais systèmes, les mauvaises habitudes, la mauvaise santé, les mauvais environnements. Alors, ils sont impitoyables pour couper ces coûts leur moto, même si ça semble excessif sur le moment. Ils ne voient pas les dépenses comme une récompense, ils les voient comme un levier. Chaque euro dépensé est censé revenir avec des amis. S'il ne revient pas, ils n'achètent pas. Voici un filtre utile qu'ils utilisent. Avant tout achat de plus de 100 €, ils posent une question. Est-ce que ça comptera dans 5 ans? Une nouvelle veste? Probablement pas. Une certification qui ouvre un nouveau flux de revenus? Absolument. Un dîner chic? Oubliez d'ici jeudi. Un abonnement en salle qu'ils utilisent vraiment? Ça se cumule pendant des décennies en énergie et en économie de frais de santé. Ce filtre semble simple, mais il élimine environ 80% des dépenses inutiles. Et l'argent économisé est redirigé vers des choses qui construisent vraiment la richesse. Et une fois que tu commences à dépenser de cette façon, quelque chose d'inconfortable se passe. Tu ne peux plus te mentir à toi-même. Ce qui mène directement au comportement suivant. Comportement numéro 5. Ils sont d'une honnêteté inconfortable avec eux-mêmes. Fais attention parce que c'est là que l'écart entre les futurs millionnaires et tout le monde devient presque impossible à ignorer. La plupart des gens n'échouent pas financièrement par manque d'informations. Ils échouent parce qu'ils se mentent à eux-mêmes, doucement, constamment et de manière convaincante. Les futurs millionnaires ne font pas ça. Ils n'édulcorent pas les mauvaises habitudes. Ils ne rebâtissent pas éternellement les mauvaises décisions en expérience d'apprentissage. Ils ne protègent pas leur ego au détriment de leur avenir. Si quelque chose ne fonctionne pas, ils ne demandent pas « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Ils demandent « Qu'est-ce que je fais qui cause ça ?» Cette question est inconfortable. Elle supprime les excuses, elle tue les récits de victimes, et elle place la responsabilité exactement là où elle appartient. Changeons de registre et rendons ça concret. Pauvre Pierre dit « Je suis juste nul avec l'argent ». Riche Richard dit « Mon système est cassé, laisse-moi le réparer ». Pauvre Pierre dit « Je n'ai pas le temps d'investir ». Riche Richard dit « Je choisis le confort plutôt que le progrès ». Pauvre Pierre dit « Je commencerai quand les choses se calmeront ». Riche Richard dit « J'évite l'inconfort et je dois arrêter ». Tu vois la différence? L'un est une histoire que tu te racontes pour rester bloqué. L'autre est un diagnostic sur lequel tu peux réellement agir. Ce niveau d'honnêteté envers soi-même semble brutal au début, mais il crée de l'élan rapidement. Parce qu'une fois que tu arrêtes de te mentir, les problèmes deviennent réparables, les schémas deviennent évidents, et le progrès devient mesurable. Les futurs millionnaires traitent la vie comme une boucle de rétroaction. Si quelque chose casse, ils supposent que l'input doit être ajusté. Pas de drame, pas de blâme, pas d'attente de motivation. Juste des données, correction, répétition. Et voici pourquoi c'est si important pour la richesse spécifiquement. L'argent est l'un des derniers domaines où les gens tolèrent l'auto-tromperie pendant des années. Tu peux te dire, je commencerai à épargner le mois prochain pendant une décennie et personne ne te le fera remarquer. Tu peux dire, je mérite cet achat chaque semaine et tes amis seront d'accord avec toi.
Tu peux blâmer l'économie, ton patron, tes parents, ta ville, et tout le monde autour de toi hochera la tête. Les futurs millionnaires refusent de participer à ça. Ils préfèrent affronter une vérité inconfortable aujourd'hui que financer un mensonge confortable pendant encore un an. Parce que les mensonges coûtent bras cher. Chaque mois où tu évites la vérité est un mois d'intérêt composé que tu ne récupéreras jamais. Et ce genre d'honnêteté requiert une chose de plus que la plupart des gens détestent absolument. La patience. La vraie patience. Le genre qui te fait paraître paresseux aux yeux de quiconque regarde de l'extérieur. Comportement numéro 6, ils attendent plus longtemps que ce qui est confortable. Je vais être honnête. Ce comportement fait passer les futurs millionnaires pour des fainéants aux yeux des gens impatients. Parce que dans un monde accro à la vitesse, attendre donne l'impression de perdre. Tout le monde se précipite pour acheter, se précipite pour investir, se précipite pour améliorer, se précipite pour faire quelque chose juste pour se sentir productif. Les futurs millionnaires font l'inverse. Ils attendent que la décision semble presque ennuyeuse. Pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. L'urgence est rarement neutre. Il y a toujours quelqu'un qui bénéficie quand tu te précipites. Les soldes profitent de l'urgence. Les tendances profitent de l'urgence. Les mauvaises décisions adorent l'urgence. Alors ils restent avec leur choix plus longtemps que ce qui est socialement acceptable. Ils laissent les émotions refroidir. Ils attendent la deuxième pensée, puis la troisième. Si une décision fait encore sens après que l'excitation est retombée, après que la peur s'est estompée, quand personne ne regarde, alors ils bougent. Et ça s'applique à bien plus que les achats. Ça s'applique aux mouvements de carrière, aux investissements, aux relations avec l'argent. Les futurs millionnaires ne sonnent pas sur le tuyau boursier de leurs cousins. Ils ne vendent pas en panique parce qu'un gros titre leur a dit de le faire. Ils ne quittent pas un emploi stable parce qu'une mauvaise semaine les a rendus émotifs. Ils laissent le temps séparer le signal du bruit, et le temps est brutalement doué pour ce travail. 2 chiffres qu'on note ici. Les études sur le comportement des consommateurs montrent qu'environ 70% des décisions d'achat majeures prises sous urgence émotionnelle sont ensuite regrettées. 70%. Ce qui signifie que le simple fait d'attendre, de dormir dessus, de se donner 48 heures, élimine la majorité des erreurs financières que la plupart des gens commettent. C'est pourquoi les futurs millionnaires marchent sur moins de mine. C'est pourquoi ils ne finissent pas surendettés. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin que leur ancien moi les renfloue constamment. Attendre filtre l'impulsion, attendre expose les mauvaises idées, attendre protège le capital. Et voici la vérité inconfortable. La plupart des gens ne sont pas impatients parce que le temps est précieux. Ils sont impatients parce qu'ils sont en insécurité. Ils veulent du progrès qu'ils peuvent te voir, du mouvement qu'ils peuvent t'annoncer, l'assurance qu'ils sont sur la bonne voie. Les futurs millionnaires n'ont pas besoin de cette assurance. Ils font confiance à leur processus bien avant qu'ils ne produisent des applaudissements. Ils savent que la richesse ne se construit pas en allant vite. Elle se construit en avançant correctement et en survivant assez longtemps pour que le temps fasse le gros du travail. Pense-y de cette façon. Si tu investis 500 € par mois à partir de 25 ans, à 65 ans, avec un rendement moyen de 8%, tu aurais environ 1 700 000 €. Si tu attends 35 ans pour commencer, même montant, même rendement, tu finirais avec environ 745 000. Ce retard de 10 ans te coûte presque 1 million d'euros. Mais voici le twist. La personne qui a commencé à 25 ans ne s'est pas précipitée. Elle a juste commencé et puis elle a attendu. Patiemment. Pendant 40 ans. C'est le paradoxe. Le moyen le plus rapide de construire la richesse est de commencer tôt et puis d'être incroyablement patient avec le processus. Et une fois que quelqu'un apprend à attendre, une fois qu'il a construit des systèmes et suivi ses chiffres et dépensé stratégiquement et été brutalement honnête avec lui-même, il commence à faire quelque chose qui rend tout le monde autour de lui nerveux. Il commence à se préparer au pire. Comportement numéro 7, il se prépare plus pour les inconvénients que pour les avantages. Ici, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose clairement. Ce comportement fait paraître les futurs millionnaires négatifs aux yeux des optimistes. Ils ne le sont pas. Ils sont juste réalistes. La plupart des gens passent leur temps à imaginer à quoi le succès ressemblera. La plus grande maison, le revenu plus élevé, la liberté. Les futurs millionnaires passent plus de temps à poser une question différente. Qu'est-ce qui pourrait casser tout ça ? Pas de manière paranoïaque, de manière responsable. Ils ne supposent pas que tout ira parfaitement. Ils supposent que la vie les interrompra, parce que c'est toujours le cas. Les revenus baissent, les marchés s'effondrent, des problèmes de santé surgissent, les opportunités stagnent, les plans changent. Alors, au lieu d'être choqués quand les choses tournent mal, ils planifient à l'avance. Petit contrôle rapide, si tes dépenses mensuelles sont de 4 000 €, la personne moyenne a peut-être 1 mois de tampon. Peut-être. Une réparation de voiture et tout s'effondre. Les futurs millionnaires construisent 3 à 6 mois de piste avant de construire quoi que ce soit d'autre. Ils diversifient les revenus avant de diversifier les opinions. Ils s'assurent qu'un mauvais mois n'annule pas 5 bonnes années. C'est pourquoi ils ne s'étendent pas trop.
Pourquoi ils ne maximisent pas l'effet de levier juste parce qu'il est disponible? Pourquoi ils ne confondent pas optimisme et immunité? Ils comprennent quelque chose que la plupart des gens n'apprennent que trop tard. La survie passe avant la croissance. Toujours. Si tu ne peux pas survivre à la volatilité, les rendements n'ont pas d'importance. Si tu ne peux pas absorber le stress, la stratégie n'a pas d'importance. Si une erreur peut t'anéantir, tu ne construis pas de la richesse. Tu fais un pari avec des étapes supplémentaires. Se préparer au pire ne les ralentit pas. Ça les accélère à long terme, parce que pendant que les autres se remettent, paniquent ou recommencent à zéro, eux sont toujours debout, toujours en train d'investir, toujours en mouvement, toujours calme. Pauvre Pierre gagne 50 000 par an et en dépense 49 500. Il a 500 € entre lui et le désastre. Une dépense surprise et il emprunte à 22% d'intérêt sur une carte de crédit. Riche Richard gagne les mêmes 50 000, dépense 38 000, garde 6 mois de dépenses dans un compte d'épargne à haut rendement, investit le reste automatiquement dans des fonds indiciels larges. Quand sa voiture tombe en panne, c'est embêtant, pas catastrophique. Quand une opportunité de travail nécessite un écart de salaire, il peut la saisir. Pierre ne peut pas. Et voici le changement d'identité qui se produit avec le temps. Quand tu t'es préparé au pire, quand tu sais que tu peux encaisser un coup, la peur arrête de diriger tes décisions. Tu arrêtes de dire oui à des choses par désespoir. Tu arrêtes de t'accrocher à des emplois qui t'épuisent. Tu arrêtes d'éviter des risques qui pourraient changer ta vie. Tu deviens le genre de personne qui prend des décisions depuis une position de force au lieu de survie. Et ça change tout. Le gain discret, c'est ça. Quand le chaos frappe les futurs millionnaires, ne panique pas. Ils se repositionnent. Ils voient les baisses non pas comme des catastrophes, mais comme des environnements. Et les environnements peuvent être navigués si tu es préparé, et c'est le schéma. Pas le talent, pas la chance, pas la glorification de l'effort. Le comportement, discret, constant, pas sexy et dévastateur d'efficacité. Si tu t'es reconnu dans la plupart de ces comportements, tu es probablement plus avancé que tu ne le penses. Si aucun ne te ressemblait, maintenant tu sais exactement quoi changer. L'écart entre où tu es et où tu veux être n'est pas de l'information, c'est du comportement. Et le comportement peut se construire dès aujourd'hui